Sans aucun prosélytisme, je dis une banalité que toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les langues, toute l'humanité entière a le droit à Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi que ce soit sa figure, sa localité, son histoire, ses rapports donc avec l'espace et le temps, quoi qu'il soit étranger à une certaine culture lointaine, son message est indéchiffrable et tout. Il s'agit d'un droit simple, c'est-à-dire d'une possibilité simple de traductibilité d'un message, de contenu, donc de l'appel. Et quand j'ai dit message, c'est d'abord témoignage et évangile. Mais je vise plutôt sa figure dont on parle beaucoup, figure, son incarnation, etc. Donc le problème apparaît au départ comme son physionomie et son visage, et son ethnicité, et son allure, ses regards, son posture, etc. Mais il ne s'agit, bien sûr, c'est très important pour l'iconographie, et donc pour en communiquer, pour être communiqué avec une certaine substance, je dirais, mais ça reste toujours secondaire, comme on peut constater dans l'histoire à l'intérieur européenne, de l'histoire, de l'art, non pas spécifiquement chrétien, de la Renaissance, depuis Renaissance, en Moyen-Âge et tout, toute la figuration christique a ses propres droits à l'intérieur, a eu ses propres droits à l'intérieur de l'Europe dans ces différents moments, dans ces différentes époques, dans ces différents goûts. Mais le plus éclatant, bien sûr, en fait, quand il s'agit de l'Italie, c'est une autre figure, donc italien, un pourbrun, avec les yeux noirs. Et quand il s'agit d'une représentation picturale de Jésus, en fait, en Hollande, et il s'agit tout de suite de quelqu'un de blonde, et les yeux parfois colorés, un teint très transparent, etc. C'est très connu, la première leçon de l'histoire de l'art en peinture, mais le problème n'est pas dans l'histoire européenne de la peinture, mais il ne s'agit pas de ces aspects physiques. Mais comment je peux prouver ça, ce que je dis alors, sans tomber dans un dogmatisme banal? Alors, prenons et effaçons tout ce que j'ai dit, prenons l'exemple de nos progénitures. Il s'agit finalement, l'analogie n'est pas anodine, il s'agit finalement d'un enfant, d'un Dieu bébé, un bébé Dieu. Et c'est incontournable quand on parle de Jésus. C'est aussi important pour l'enfance de Moïse, mais c'est autrement important pour l'enfance de Jésus, et toujours petit Jésus d'ailleurs. Pourquoi? Prenons l'exemple de notre progéniture, en fait. On ne peut jamais contrôler entièrement l'aspect extérieur physique de notre progéniture, de notre enfant, soit tant attendu, soit jamais attendu, soit inespéré, sa venue, soit contrôlé, planifié, projeté, par similarité, connivence, par jalousie, n'est-ce pas? Parce que le fils de mon oncle a beaucoup de fils, que je dois produire des fils, etc. C'est très bien connu, mesquinerie de vouloir une progéniture, c'est pire que bétail. Et il fallait tout d'abord
n'est-ce pas, sied, si je peux dire, cette psychologie-là chez l'homme. Ça devrait servir à quelque chose, ce monothéisme intransigeant. Pourquoi? C'est de l'évidence. Mais il faut expérimenter ça à travers ce propre progéniture. Sans ridiculiser, sans en faire des blagues. Parce que toute la naissance familiale, jusqu'à tomber enceinte, annonciation, jusqu'à la scène de nativité, il n'y a que des scandales, qui appellent, qui sont tous enlevés. Dans l'histographie de Jésus-Christ, ils sont tous suspendus, enlevés, retournés, détournés. Et on a fait de telle sorte que l'enfant soit né, les mages arrivent, etc. Cette éclatante vérité va là pour chacun de nous. Et pour chaque mère, quand on vous voit du côté de la mère, tout ce qui arrive à la maternité, tout ce qui arrive à la paternité, également représenté, si on relit de cette façon-là, l'histographie. C'est ça. D'abord, voyez et envisagez, revoyez votre rapport à votre enfant réel, irréel, imaginé, attendu, effectif, projeté. En fait, c'était de facto ou de juré. Moi, je n'ai pas d'enfant de facto, mais de juré, j'en ai. C'est à partir de cette juridiction et de ce droit inaliénable que je vous dis ceci. Et en plus, j'ai 60 ans, et en plus, il y a un exemple de Sarah, et en plus, l'histoire me concerne dans sa totalité, et en plus, dans le passé, il devrait y avoir une corvée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer le temps, je ne peux pas changer cette chronologie, diachronie impitoyable. Je ne peux pas arrêter le temps, retourner dans ma jeunesse. Et j'écris pour pouvoir faire tous ces mouvements à la fois, qui est possible uniquement dans l'écriture, peut-être dans le montage de cinéma, dans toute réflexivité. Et c'est que je réfléchis. Je réfléchis et je pense au sens d'avoir une pensée. Une certaine appropriation de ce qui est inappropriable, penser. Pas penser au-delà à quelqu'un, penser ce qui n'a même pas cette proposition de A, ce qui n'a pas cette singularité de A, de datif. Voilà, on peut encore penser. Trouver des moyens. Note préliminaire ou post-scriptum. Alors, vocabulaire à moi qui paraît un peu étrange, parce que au moins depuis 35 ans, à vrai dire, depuis 1986, je n'ai pas usé si abondamment ce vocabulaire qui est strictement déjà listé, enregistré, noté, annoté, mis à côté est devenu déterminant parce que c'était déjà passé par une longue distillation des lectures et des choix, des affinités électives, etc. de cette époque-là, qui date précisément
progressivement ou dégressivement, c'est atténuer cet usage de ce trésor de vocabulaire en français, bien sûr, n'est-ce pas? C'était un travail très assidu dans mon chapelle de Sixtine. Tout est décidé là, fait, accumulé, lit à haute voix ou dans une soliloque. Tout, pendant mes années des études supérieures. Donc, master, DEA et doctorat, jusqu'au dernier jour. Et le plus grave, bien sûr, cette chapelle de Sixtine est démontée, non pas détruite, non pas délaissée, mais démontée morceau par morceau. C'est une autre histoire d'image que je vais revenir plus tard. Mais il s'agit des mots ce soir, de ces mots. Je ne dis pas c'est extraordinaire, mais ce sont mon trésor à moi. Chaque époque se détermine à plusieurs mois volontairement ou s'impose. Alors, cette étrangeté d'usage de vocabulaire, mais encore plus, phrasé, c'est délibérément voulu aujourd'hui par moi une écriture primitive, donc une sorte de bégaiement, une sorte de langage, sous-langage africain, une sorte de créole que je ne connais pas du tout. C'est mon créole à moi que j'invente à partir de, je ne sais pas, de mes amis de Paris 8, des Dominicains, des Luxembourgeoises ou de, je ne sais pas, de Bretons, parfois des Basques que je fréquentais, parfois des souches françaises de premier ordre, d'une part de Clermont-Ferrand ou de Corrèze, n'est-ce pas, comme Chirac, de ce montagnard qui est Jean-René Bourlet, ami à la fois de moi et de René Scherer. Il faut revenir à René Scherer parce que j'ai écrit une lettre ouverte et publiée publiquement. Et il m'a répondu tout de suite. Il n'était pas d'accord, j'ai bien compris, mais dans quel point il n'a pas précisé. Mais il a quand même, d'une certaine façon, félicité, mais référence à droite, à gauche, c'est-à-dire à des faits philosophiques, soit à Guy Hockenheim, par exemple. Il n'a pas précisé, mais soit à l'état de l'opinion française actuelle, c'est-à-dire endoctrinée, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas clairement ses pensées. C'est plus tard, on peut le clarifier, mais c'est pas urgent. Le problème, c'est mon vocabulaire. J'utilise volontairement à défaut. Je peux faire faute, bien sûr. C'est pas ma langue. C'est complètement artificiellement construit. Et chaque fois, je renouvelle artificiellement. Mais pour une raison, n'est-ce pas? Pour une raison littéraire peut-être. Mais qu'est-ce que c'est une raison littéraire? Il faut clarifier. Là, je sais à peu près mon projet, mais je ne maîtrise pas la totalité. Justement, je veux le voir en travail indépendamment presque de moi, selon cette langue créole ou autre chose. Il faut l'appeler. Mais je travaille dans plusieurs canaux, dans plusieurs bifurcations, ou sans bifurcation. Il y a des veines qui se disséminent. Et je travaille avec, il faut le dire, il faut le nommer, mais à côté de René Scherer, un autre nom de professeur français qui nous a donné ces douzaines d'années, n'est-ce pas, à notre enseignement en français, c'est Paul Balanfa, que j'ai récemment appris qu'il écrivait
depuis pas mal de temps en turc, et des poésies. Il a une recueil, une grande somnum poeticum à lui, en turc, et en plus en bilingue, c'est-à-dire il le réécrit, il ne traduit pas, il le réécrit en sa langue maternelle, en français également, ce qu'il a écrit dans la langue de Yunus. Donc une grande discussion que j'attendais depuis toujours, au moins depuis la rédaction de mon Heft Punch, une dialogue qui va me permettre d'avancer d'un degré de plus dans ces grands problèmes de rapport turco-persan. Curieusement, c'est une tierce, un Français qui devient tout de suite, qui se sent impliqué dans l'histoire parce que c'est devenu, malgré bon gré, malgré son affaire à lui, sa spécialité, notre rapport avec le persan. J'ai dit clairement que je connais seulement la vue selon les lois de la perspective, donc la vue du côté turc. Bien que je ne me sens pas ceci ou cela, turc, etc. Non, je connais l'histoire seulement avec la version turque de ces grandes tragédies où indéchiffrable histoire des relations littéraires, imaginaires, fantasmées, selon Balanfa, perverse, mais au sens de inversement ou, je ne sais pas, déversement, plusieurs cas possibles de cette transversalité à plusieurs buts ou flèches de sens à tel, n'est-ce pas, comme Héraclite disait en usant de cette métaphore de flèche, la fin, le moyen. À quoi nous sommes destinés ou à quoi espérer arriver les Turcs, les Ottomans, en écrivant en persan? On n'écrit pas simplement persan, c'est une langue étrangère. Ils habitaient d'une certaine façon dans cette langue étrangère, comme j'habite de plusieurs façons dans la langue étrangère, pour moi, de français, n'est-ce pas? Voilà, l'histoire se répète, ça devient encore plus intéressant. Et un étranger, un tiers, s'il veut, un juge expert, n'est-ce pas, bilirkişi, quelqu'un qui est connaisseur dans ces litiges entre les cultures, donc capable de produire un métalangage au-delà du turc et de personnes, et tout en faisant un choix du côté apparemment turc très naïf de Yunus Emre. Moi, j'ai fait plutôt du côté, mon choix interrogatif du côté que j'estime plus raffiné ou plus pervers, je ne sais pas, du côté de ceux des grands poètes divans, n'est-ce pas? Non pas des Turcs simples, mais des Turcs compliqués de Saray, ou bien dans l'alentour de Saray. Et eux-mêmes, même les sultans, écrivaient en persan, parce que la langue de l'esthétique, c'est un persan. Voilà. Il y a plein de littérature pour expliquer ça, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec ça? C'est pas clarifié, pas du tout, et pour moi non plus. C'est un exercice, oui, c'est un exercice amoureux, oui, mais il n'y a pas de destinataire, c'est-à-dire c'est fermé, les frontières c'est fermé, culturellement fermé,
presque absolument. Mais en marchandises, c'est très vrai. En tout cas, les douanes sont contrôlées, ou bien par un système de SWIFT américain ou mondial. Tout échange de valeurs entre l'Iran et la Turquie, y compris la poésie et le droit d'auteur ou le droit de traducteur, sont strictement contrôlés par le tiers, absolument pas par Balanfa, qui est lui-même un demandeur, un commandeur d'une maison d'édition avec ses manuscrits sous son bras, comme moi depuis, n'est-ce pas, depuis au moins 2012 ou 2009. Ces manuscrits sont en latence. Et ce vocabulaire riche et recherché sont en dormition, etc. Et je ne manifesterai pas mon cas personnel, bien sûr. Là, le bataille inhérent, discret, a pris sa flèche et il y a eu une une première lancée, y compris l'état de Memnoël et l'état de la Voie lactée, c'est-à-dire notre cosmologie et les observatoires stellaires de l'Iran éternel. Je vous dis bonsoir, messieurs, dames. Donc, il semble que c'est une opération délicate de se lire, de lire ce qu'on a écrit, mais comme brillant. Alors j'ai écrit une suite morale par épisode. Maintenant c'est l'heure de morale. Nonobstant vivre une morale d'une manière nonobstant malin, ou bien une morale malgré les obstacles, en dépit d'eux. Alors, l'ouverture. Dire, celui qui dit « j'ai un goût de café dans le gosier et je meurs » est un acte logocentrique. Ben, j'interviens, justement, c'est ma dernière phrase avant d'entrer avant de m'étendre sur la table d'opération hier. Parce que c'est une vérité, je savais qu'on va m'anesthésier et en mettant un tuyau dans ma gosier. Donc j'ai un goût de café très bon dans le gosier et je meurs, je suis prêt à mourir. Donc, c'est un acte logocentrique. Bien. Alors que dire et écrire ces mêmes lignes, qu'on aurait dire ou écrire ces mêmes lignes serait un acte manqué de suicide ou mort à crédit, à souci différé. Donc la mort, c'est un acte anticolonialiste, africain, multiculturel, immortel, etc. Alors la liste, avec ses discontinuités, avec ses sauts, c'est impossible, à la fois très plausible en fait. Celui qui dit différence, souci, crédit, il devient tout de suite africain, anticolonialiste, multiculturel, et par là seulement immortel, etc. Alors, quelle est cette dichotomie entre logocentrique
cette philosophie de différence, on ne peut pas résoudre à partir de là. Le texte pédante continue. C'est pour cette raison que je rejette les questions écrites qu'on m'envoie préalablement avec une intention, avec une interview écrite. Car je ne veux plus qu'on me verse des eaux de rosas par une cruche de mortels, trop terre à terre, pommes de terre, patates, la stimule, la tonalité. Il nous manque le plus souvent, toutefois, ayant comme signe d'avoir trop travaillé dans les siècles précédents, avoir un réservoir des hommes et des animaux pour son plaisir seul. Voilà, le capitalisme ou colonialisme commence. Le titre du chapitre devient proprement immoral, nonobstant. Et avec sous-titre immoral, nonobstant des ex-colonies de Congo et de Java. Très bien, on est dans la zone colonialiste. Alors, quel rapport avec l'égocentrisme? Un capitalisme, un réservoir des hommes et des animaux pour son plaisir seul. En dépit de sa valeur littéraire, on lit pour comprendre, bien sûr. Et pour son plaisir seul est une présence divine à qui on répond. Une présence divine. Donc, un réservoir d'hommes et des animaux des siècles précédents, ayant donc comme signe d'avoir trop travaillé dans les siècles précédents. On a travaillé, on est riche. Très bien. Une présence divine continue dans l'enchaînement d'arguments de l'égocentrisme, donc capital, auto-affirmation, légitimation. Une présence divine à qui on répond par l'usage, par l'usage. 2, par la coutume. 3, par l'outrance. 4, par la outrecuidance. 5, par l'offrande. 6, bu par lui dire aux calomnités. Très bien, il y a une liste très large pour auto-affirmation et auto-légitimation devant la présence divine qui n'a qu'une accumulation de capital en plus des esclaves, des hommes et des animaux. 7, par hasard, j'ai gagné ce capital par hasard. 8, par loi de mariage signé, très bien. On revient 7, par hérédité. 8, par la tante domiciliée à Égypte. Pourquoi pas. 9, en allant par renégat au sultanat de Soudan chaque week-end, en allant au sultanat de par renégat au sultanat de Soudan chaque week-end. Très bien. 10, par URSS et Chine. Par checkpoint, renégat. Renégat, ce n'est pas le sens religieux du terme, mais c'est une marque très chic et très sportive d'automobile de terrain. Aller à Soudan chaque week-end avec par renégat. Très bien. Le texte devient analytique. Groupe A. Par raclée.
par giflin, par giclin, par sifflet, par riclin, par trébuchet. Groupe B, l'homme au sandwich au Soudan, l'homme qui a couché avec. B1, avec un autre homme. B2, avec sa femme et sa belle-mère seulement. B2, cas résistant ou résiduel. B2A, l'homme qui prenait un plaisir dans plus durable et des préliminaires hautement significatifs qui nécessitaient une longue organisation des caravanes, des troupeaux, des bétails, des fêtes foraines, des circoncisions organisées dans le savannah, qui s'étale aux plusieurs jours et avec l'invitation du chef de Kabila et de ses descendants discordants, nourris, bu, couchés, forniqués, lavés, changés d'habits et de sandales, chargés en l'eau de mithril, de jasmine, de cumin, de orifilets en friandes gazeux et du rhum à terre de verre avec maison mansardée avec ses domaines, cours d'eau, une perche, un port d'embarcadère, de main-d'œuvre, d'artisanat, de colifichets, des idoles, jamais vu, su, des totems, un golem, serviteurs humains, des oripilés, d'orifices, de olipos, des péréqueries, de Giscard, de Gaston et de Gustave. Très bien. Le texte analytique se condense sur une seule branchement de description et ça nous facilite la lecture. Il y a une note en bas de page pour Gustave. Gustave à cravate menstruelle. Très bien. Gustave de Forêt, le compositeur français de passage au Congo, qui a connu ma grand-mère et ses grands-oncles maternels, influencé le chef et fonda en 1848 la maison de musique des Outre-mer et de Sidon par les frères Angelico, lui en donna un grand don gratuit des instruments à cordes, à souffler, à timbrer, à faire des coups, des raclets, des giflets, des trébuchets, des trépassés, des balancés, des saltimbanques, des funambules en somnambules, des chants sans paroles, des improvisations sans texte, des fornications sans force de mariage multiparental, des purs crématoires, des douces nuitées, des subsahariennes, des visites nocturnes, des chacals et des chagals, des retentissements des esprits encore fraîchement inhumés des proches, lointaines, mer, outre-mer. C'est du même des recherches que nous les Africains sommes du même et d'une source de bâton à écrire et frapper que nous sommes même, c'est même, le même du logocentrique. Nous, c'est même, verbe s'aimer, participe passé. Nous sommes l'amène des logocentriques. Semer l'amène des logocentriques qui soit pas
qui soit possible, l'égocentrique qui soit à l'ordre possible. Grand hall d'Albert le roi dans l'alcôve de Charles le roi, où il a chassé en taxinomie africain tout totem à cordes, tout totem à souffler, à avaler les minutieux détails d'une ciselée sur bois, retournant la circulation de l'air à l'intérieur d'un petit réservoir de citrouilles à cochinelle forniquées avec la corde en un intestin des animaux sacrés, sonorités, timbres, gosiers et tout baba, tout kubaba et de dolaptéré. Canif, circus, assemblée, et un amour sans réserve de Fela Kuti, pour qui connaît de personne s'est donné la vie, pour qui 100 ans de personne s'est donné la vie. Je comprends que Fela Kuti, pour qui 100 ans de personnes s'est donné la vie, sans gratuit, sans vécu, et sa mère a accouché de lui, son pauvre fils Kuti. Innombrable communauté de visionnaires de Menzila portée ont vu s'aimer le grand Carmagnola, s'aimer le grand assemblée de Carmagnolades. Carmagnole. On parle de Fela Kuti, que je connais bien. Ma mère, comme on dit mémoire, ma mère, placée sous geôle à vue ni impiétinant sa rose, s'il était juste, il aurait été exilé en Sibérie alors qu'il est né en français et africain. Il a été choisi comme Messie. Lui, il s'appelait d'amour. Il s'appelait non pas d'amour, mais immolatrice, produit le concept dont il est interdit de déduire par pure association d'idées, alors que dans l'art de timbre qu'il a approprié en Afrique, il écrivit ses poèmes à chanter car il reste excellent, extantier. Rien à voir. Voyez, cité, sans voyelle, il se harcèle. Tragédie, venimeux, côté jardinage, la pavillon de Moumanet, auquel il lancèrent un regard effrayé, hâte de cavale prise, envoyée. Le perdu ouvert, la partition jouée. J'aurais d'avoir partagé sans relâche en me donnant un rendez-vous, vite, visite, suspect,
dans la coulisse à qui se disparaîtront. Casier judiciaire aussi vite qu'un bris neuf des nouvelles. Jacques Carey, le flâneur Holt Bahou, Albert Hall lui a demandé de travailler avec l'État sur le quartier. En Asie, le Grande Ligue arabe lui en voulait 4 viols de Chider sans le coucher de soleil. Sous le coucher de soleil, il en est sorti, intégré. Et nous nous sommes vus seulement harcèlement professionnel pour devenir médecin et avocat en métropole au lieu de rester réel. Musicien du roi des saltimbanques d'une voix timbrée d'étoffe RDD ou DDR, République démocratique du Congo. Le malheur de plus d'une hospitalisée sous la reine allait d'être dévoilé. Qui il chanterait un cabaret de minutes sans su. Sa mère hollandaise née à Javanais, promise sur noir. Un tel degré de haine professionnelle donnait comme résultat une absence totale de guérison dans les petites maladies et l'autre sauvait mais pas écouter ni réconforter par les châles amis de Jabba et de Sinaï et de Sidon. Quelle loterie de divins, les plus pauvres en activité magique pour les toutes petites mots. Magie, musique et pouvoir. Mien, un médecin envoyé en exil en Sibérie, les colons tataristan turco-esquimaux entre êtres des glaciers ce soir avec la participation de Dr. S. lettré de Dordogne, maître huissier, patron des domaines pétroliers, échiquier à domaine, le WC au bois d'en bas, les moustiquaires pour couvre-mouche, 5 francs français. Comment est-ce possible d'user d'un don d'ubiquité et de venir visiter les moissons entassées, y compris s'y faire son nid de nœuds et de quoi affirmatif de Hieronymus Bouche, venir à venir et arriver de Arrivas, Pietas, Diogène,
caverne, colombe, nid d'oiseaux, une hirondelle du soir revient d'une hypothèse de diaphane, de Deus ex machina, mais seulement ne pas rester immobile comme Abraham et Ismaël immobilisés dans son rocher de Sinaï, mais participer activement à la danse de Savannah, à la manière des Pays-Bas, marée basse, database et même tableau pittoresque d'un estampe japonais, arrivé avec le chameau d'Asie, ces sacs d'Orient de luxuriance, décadence, bandade de momies, croque-morts, macabres, danse de sauveurs, et aussitôt sauter, gicler des eaux de Nil. Hieronymus et Diurnus d'aujourd'hui, tels les Bédouins, s'aiment assis les représenter en vrac sur le théâtre nomade en danse de Buto. Voici la fin du texte moralisant d'hier. Celui d'aujourd'hui, c'est encore pire, je vous assure. C'est tout près, c'est encore plus lisible, au moins. Parce que hier, c'était écrit dans l'hôpital, moitié perdu de conscience.